Pour la série Un livre québécois, on commence par le roman de Kim Trieu qui s'appelle Rue et elle est dédiée aux gens du pays. Je suis venue au monde pendant l'offensive du Tet, au premier jour de la nouvelle année du singe, lorsque les longues chaînes de pétards accrochées devant les maisons explosaient en polyphonie avec les sons de mitraillettes. J'ai vu le jour de Saigon, là où les débris de pétards éclatés en mille miettes coloraient le sol de rouge, comme des pétales de cerisier, ou comme le sang de 2 millions de soldats déployés, éparpillés dans les villes et les villages d'un Vietnam déchiré en deux. Je suis né à l'ombre des cieux ornés de feux d'artifice, décorés de guirlandes lumineuses, transversés des roquettes et des fusées. Ma naissance a eu pour mission de remplacer les vies perdues. Ma vie avait le devoir de continuer celle de ma mère. Je m'appelle Nguyen An Tin et ma mère Nguyen An Tin. Mon nom est une simple variation du sien, puisque seul un point sous le i me différencie d'elle, me distingue d'elle, me dissocie d'elle. J'étais une extension d'elle, même dans le sens de mon nom. En vietnamien, le sien veut dire environnement paisible et le mien intérieur paisible. Par ce nom presque interchangeable, ma mère confirmait que j'étais une suite d'elle, que je continuais son histoire. L'histoire du Vietnam, celle avec un grand H, a déjoué les plans de ma mère. Elle a jeté les accents de nos noms à l'eau quand elle nous a fait traverser le golfe du Siam, il y a 30 ans. Elle a aussi dépouillé nos noms de leur sens, la réduisant à des sons à la fois étrangers et étranges dans la langue française. Elle est surtout venue rompre mon rôle de prolongement naturel de ma mère quand j'ai eu 10 ans. Grâce à l'exil, mes enfants n'ont jamais été des prolongements de moi, de mon histoire. Ils s'appellent Pascal et Henri et ne me ressemblent pas. Ils ont les cheveux clairs, la peau blanche et les cils toffus. Je n'ai pas éprouvé des sentiments naturels de la maternité auxquels je m'attendais quand ils s'étaient accrochés à mes seins, à 3 heures du matin, au milieu de la nuit. L'instinct maternel n'est venu beaucoup plus tard, au fil des nuits blanches, des couches souillées, des sourires gratuits, des joies soudaines. C'est seulement à ce moment-là que j'ai saisi l'amour de cette mère assise en face de moi dans les cales de notre bateau, tenant dans ses bras un bébé dont la tête était couverte de croûtes de gale puantes. J'ai eu cette image sous les yeux pendant des jours et peut-être aussi des nuits. La petite ampoule suspendue au bout d'un fil retenu par un clou rouillé diffusait dans la cale une faible lumière, toujours la même. Au fond de ce bateau, le jour ne se distinguait plus de la nuit. La constance de cet éclairage nous protégeait de l'immensibilité de la mer et du ciel qui nous entourait. Les gens assis sur le pont nous rapportaient qu'il n'y avait plus de ligne de démarcation entre le bleu du ciel et le bleu de la mer. On ne savait donc pas si on se dirigeait vers le ciel ou si on s'enfonçait dans les profondeurs de l'eau. Le paradis et l'enfer s'étaient enlacés dans le ventre de notre bateau. Le paradis promettait un tournant dans notre vie, un nouvel avenir, une nouvelle histoire. L'enfer, lui, étalait nos peurs. Peur de pirates, peur de mourir de faim, peur de s'intoxiquer avec des biscottes imbibées d'huile à moteur, peur de manquer d'eau, peur de ne plus pouvoir se remettre debout, peur de devoir uriner dans ces pots rouges qui passaient d'une main à l'autre, peur que cette tête d'enfant galeuse ne soit contagieuse, peur de ne plus jamais fouler la terre ferme, peur de ne plus revoir le visage de ses parents assis quelque part dans la pénombre au milieu de ces 200 personnes. Avant que notre bateau ait levé l'ancre en pleine nuit sur les rives de Rajia, la majorité des passagers n'avaient qu'une peur, celle des communistes, d'où leur fuite. Mais dès qu'il a été entouré, encerclé d'un seul et unique horizon bleu, la peur s'est transformée en un monstre à 100 visages, qui nous sciait les jambes, nous empêchait de ressentir l'engourdissement de nos muscles immobilisés. Nous étions figés dans la peur par la peur. Nous ne
fermions plus les yeux quand les pipis du petit à la tête galeuse nous arrosaient. Nous ne nous pincions plus le nez devant les vomis de nos voisins. Nous étions engloutis, emprisonnés par les épaules des uns, les jambes des autres et la peur de chacun. Nous étions paralysés. L'histoire de la petite fille qui a été engloutie par la mer après avoir perdu pied en marchant sur les bords s'est propagée dans le ventre odorant du bateau, comme un gaz anesthésiant, ou euphorique, qui transformait l'unique ampoule en étoile polaire et les biscottes imbibées d'huile à moteur en biscuits au beurre. Ce goût d'huile dans la gorge, sur la langue, dans la tête, nous endormait, au rythme de la berceuse chantée par ma voisine. Mon père avait prévu, si notre famille était capturée par les communistes ou les pirates, de nous endormir pour toujours, comme l'avait le bois dormant, avec des pilules de cyanure. Pendant longtemps, j'ai voulu lui demander pourquoi il n'avait pas pensé à nous laisser le choix, pourquoi il nous aurait la possibilité de survivre. J'ai cessé de me poser cette question quand je suis devenue mère, quand M. Veng, chirurgien de grande réputation à Saigon, m'a raconté comment il a mis ses 5 enfants, l'un après l'autre, seul du garçon de 12 ans à la petite fille de 5 ans, sur 5 bateaux différents, à 5 moments différents, pour les envoyer au large, loin des charges des autorités communistes qui pesaient contre lui. Il était certain de mourir en prison, puisqu'on l'accusait d'avoir tué des camarades communistes en les opérant, même si ces derniers n'avaient jamais mis les pieds dans son hôpital. Il espérait sauver peut-être 2 de ses enfants en les lançant à la mer. Je rencontrai M. Veng sur les marches d'une église, qu'il déneigeait l'hiver et balayait l'été, pour remercier les prêtres qu'il avait remplacés auprès de ses enfants, les élevant les 5, l'un après l'autre, jusqu'à leur maturité, jusqu'à sa sortie de prison. Je n'ai pas crié ni pleuré quand on m'a annoncé que mon fils Henri était emprisonné dans son monde, quand on m'a confirmé qu'il était de ces enfants qui ne nous entendent pas, qui ne nous parlent pas, même s'ils ne sont pas ni sourds ni muets. Il est aussi de ces enfants qu'il faut aimer de loin, sans les toucher, sans les embrasser, sans leur sourire parce que chacun de leurs sens serait violenté tour à tour par l'odeur de notre peau, par l'intensité de notre voix, par la texture de nos cheveux, par le bruit de notre cœur. Il ne m'appellera probablement jamais maman avec amour, même s'il peut prononcer le mot poire avec toute la rondeur et la sensualité du son oua. Il ne comprendra jamais pourquoi j'ai pleuré quand il m'a souri pour la première fois. Il ne saura pas que, grâce à lui, chaque étincelle de joie est devenue une bénédiction et que je livrerai toujours le combat contre l'autisme. Même si d'avance, je le sais invincible. D'avance, je suis vaincu, dénudé, vaine. Quand j'ai vu les premiers bancs de neige à travers le hublot de l'avion à l'aéroport de Mirabel, je me suis aussi sentie dénudée, sinon nue, malgré mon pull orange à manches courtes acheté au camp de réfugiés en Malaisie avant notre départ pour le Canada, malgré mon chandail de laine brun tricoté à grosses mailles par les Vietnamiennes, j'étais nue. Nous étions plusieurs dans cet avion, à nous ruer vers les fenêtres, la bouche entr'ouverte et l'air ébahi. Après avoir vécu un long séjour dans les lieux sans lumière, un paysage aussi blanc, aussi virginal, ne pouvait que nous éblouir, nous aveugler, nous enivrer. J'étais étourdie autant par tous ces sons étrangers qui nous accueillaient, que par la bataille de la sculpture de glace qui veillait sur une table couverte de canapés, de hors-d'œuvre, de bouchées, les uns plus colorés que les autres. Je ne reconnaissais aucun de ces plats. Pourtant, je savais que c'était un lieu de délices, un pays de rêves. J'étais comme mon fils Henri. Je ne pouvais pas parler ni écouter, même si je n'étais ni sourde ni muette. Je n'avais plus de points de repère, plus d'outils pour pouvoir rêver, pour pouvoir me projeter dans le futur, pour pouvoir vivre le présent dans le présent.
Ma première professeure au Canada nous a accompagnés, les 7 plus jeunes Vietnamiens du groupe, pour traverser les ponts qui nous amenaient vers notre présent. Elle veillait sur notre transplantation avec la délicatesse d'une mère envers son nouveau-né prématuré. Nous étions hypnotisés par les balancements lents et rassurants de ses hanches rondes et de ses fesses bombées pleines. Telle une mamacane, elle marchait devant nous, nous invitant à la suivre, jusqu'à ce havre où nous revenions des enfants, des simples enfants, entourés de couleurs, de dessins, de futilités. Je lui serai toujours reconnaissante parce qu'elle m'a donné mon premier désir d'immigrante, celui de vouloir faire bouger les gras des fesses, comme elle. Aucun Vietnamien de notre groupe ne possédait cette opulence, cette générosité, cette nonchalance dans ses courbes. Nous étions tous angulaires, osseux, durs. Alors, quand elle s'est penchée sur moi, plaçant ses mains sur les miennes, pour me dire « Je m'appelle Marie-France, et toi ?» J'ai répété chacun des syllabes sans cligner des yeux, sans ressentir le besoin de comprendre, parce que j'étais bercée par un nuage de fraîcheur, de légèreté, de doux parfum. Je n'ai rien compris des mots, seulement la mélodie de sa voix, mais c'était suffisant, amplement. Une fois à la maison, j'ai répété la même séquence de sons à mes parents. Je m'appelle Marie-France, et toi? Ils m'ont alors demandé si j'avais changé de nom. C'est à cet instant précis que j'ai été rattrapée par ma réalité du moment, où la surdité et le mutisme circonstanciel effaçaient les rêves, dont le pouvoir de regarder loin, loin devant. Mes parents, même s'ils parlaient déjà le français, ne pouvaient pas non plus regarder loin devant eux, puisqu'ils avaient été expulsés de leur cours d'initiation au français, c'est-à-dire expulsés de la liste de ceux qui recevaient un salaire de 40 $ par semaine. Ils étaient surqualifiés pour ce cours, mais sous-qualifiés pour tout le reste. À défaut de pouvoir regarder devant eux, ils regardaient devant nous, pour nous, les enfants. Pour nous, ils ne voyaient pas des tableaux noirs qu'ils essuyaient, les toilettes d'école qu'ils frottaient, les rouleaux impériaux qu'ils livraient. Ils voyaient seulement notre avenir. Mes frères et moi, nous avions ainsi marché dans les traces de leur regard pour avancer. J'ai rencontré des parents dont le regard s'était éteint, certains sous le poids du corps d'un pirate, d'autres pendant les trop nombreuses années de rééducation communiste, dans les camps. Non pas les camps de la guerre, pendant la guerre, mais ceux de la paix, après la guerre. Petite, je croyais que la guerre et la paix étaient deux antonymes. Et pourtant, j'ai vécu dans la paix pendant que le Vietnam était en feu. J'ai eu connaissance de la guerre seulement après que le Vietnam eut rangé ses armes. Je crois que la guerre et la paix sont en fait des amis et qu'elles se moquent de nous. Ils nous traitent en ennemis, mais ça leur plaît, comme ça leur convient, sans se soucier de la définition ou du rôle que nous leur donnons. Il ne faut donc peut-être pas se fier à l'apparence des unes ou de l'autre pour choisir la direction de notre regard. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont pu préserver leur regard, peu importe la couleur du temps, du moment. Ma mère me récitait souvent le proverbe qui est écrit sur le tableau noir de la 8e année de saison. La vie est un combat où la tristesse entraîne la défaite. Ma mère a livré ses premiers combats tard, sans tristesse. Elle a travaillé pour la première fois à l'âge de 34 ans en tant que femme de ménage d'abord, et par la suite ouvrière dans les usines, des manufactures, des restaurants. Avant, dans cette vie qu'elle a perdue, elle était la fille aînée de son père préfet. Elle ne faisait qu'arbitrer les disputes entre les chefs de cuisine françaises et les chefs en cuisine vietnamienne dans la cour familiale. Ou alors, elle jugeait les amours clandestines entre servantes et serviteurs. Autrement, elle passait ses après-midi à se coiffer, à se maquiller, à se vêtir pour accompagner mon père à des soirées mondaines. Grâce à l'extravagance de cette vie qu'elle menait, tous les rêves lui étaient permis, surtout ceux qu'elle faisait pour nous, et nous préparait, mes frères et moi, à devenir à la fois musiciens, scientifiques, politiciens, sportifs, artistes et polyglottes. Cependant, puisque le sang continuait à couler et les bombes tombaient au loin, elle nous enseignait à nous agenouiller comme des domestiques. Chaque jour, elle m'obligeait à laver 4 carreaux du plancher et à nettoyer 20 fèves germées en enlevant leurs racines une à une.
et nous préparer à la chute. Il a eu bien raison, parce que très vite, nous n'avons pas eu de plancher sous nos pieds. Durant nos premières nuits de réfugiés en Malaisie, nous dormions directement sur la terre rouge, sans plancher. La Croix-Rouge avait construit des camps de réfugiés dans les pays voisins du Vietnam pour accueillir les boat people, ceux qui avaient survécu au voyage en mer. Les autres qui avaient coulé pendant la traversée n'avaient pas de nom. Ils sont morts anonymes. Nous avons fait partie de ceux qui ont eu la chance de se laisser choir sur la terre ferme. Alors, nous nous sentions bénis d'être parmi les 2000 réfugiés de ce camp qui n'en devaient desservir que 200. Nous avons construit une cabane sur pilotis dans un coin reculé du camp, sur la pente d'une colline. Pendant des semaines, nous avons été 25 personnes de 5 familles à abattre ensemble, en cachette, quelques sabres dans les bois voisins, à les planter dans le sol mou de la terre glaise, à fixer 6 panneaux de contreplaqué pour en faire un grand plancher et à recouvrir la charpente d'une toile bleue électrique, bleu plastique, bleu jouet. Nous avons eu la chance de trouver assez de sacs de riz en toile de jute et en nylon pour entourer les 4 côtés de notre cabane, en plus des 3 côtés de notre salle de bain commune. Ensemble, ces 2 constructions ressemblaient à l'installation d'un artiste contemporain dans son musée. La nuit, nous dormions tellement collés les uns sur les autres que nous n'avions jamais froid, même sans couverture. Le jour, la chaleur absorbée par la toile bleue rendait l'air de notre cabane suffocant. Les jours et les nuits de pluie, la toile laissait l'eau couler à travers les trous percés par les feuillets de brindilles, les tiges que nous avions ajoutées pour rafraîchir. Si un chorégraphe avait été présent sous cette toile, un jour ou une nuit de pluie, il aurait certainement reproduit la scène. 25 personnes debout, petits et grands, qui tenaient dans chacune de leurs mains une boîte de conserve pour recueillir l'eau coulant de la toile, parfois à flot, parfois goutte à goutte. Si un musicien se trouvait là, il aurait entendu l'orchestration de toute cette eau frappant la paroi des boîtes de conserve. Si un cinéaste avait été présent, il aurait capté la beauté de cette complicité silencieuse et spontanée entre gens misérables. Mais il n'y avait que nous, debout sur ce plancher, qui s'enfonçait doucement dans la glaise. Au bout de 3 mois, il penchait tellement d'un côté que nous avions été obligés de replacer la position de chacun de nous afin d'empêcher les enfants et les femmes de glisser pendant leur sommeil vers le ventre dodu de leurs voisins. Malgré toutes ces nuits où nos rêves coulaient sur la pente du plancher, ma mère a continué à ambitionner un avenir pour nous. Elle s'était trouvée un complice. Il était jeune et certainement naïf, puisqu'il osait affranchir joie et désinvolture au milieu du vide monotone de notre quotidien. Ensemble, ma mère et lui ont monté une classe d'anglais. Avec lui, nous avons passé les matins entiers à répéter des mots sans les comprendre. Mais nous étions tous au rendez-vous, parce qu'il réussissait à soulever le ciel pour nous laisser entrevoir un nouvel horizon, loin des trous béants remplis d'excréments accumulés par les 2000 personnes du camp. Sans son visage, nous n'avions pas pu imaginer un horizon dépourvu d'odeurs nauséabondes, de mouches, de vers. Sans son visage, nous n'aurions pas pu imaginer qu'un jour, nous ne mangerions plus de poissons avariés, lancés à même le sol chaque fin d'après-midi à l'heure de la distribution des vivres. Sans son visage, nous n'aurions certainement perdu l'espoir de tendre la main pour attraper nos rêves.